évoquer dans ce nouveau chapitre les difficultés qui peuvent émailler le chemin du devenir mère. En effet, c'est la mère qui a donné naissance à l'enfant, mais l'enfant va aussi participer à permettre à sa mère de se vivre vraiment en tant que mère. Et c'est là qu'il est important de considérer et de se rappeler que tout ce qui est de l'ordre du vécu inconscient de la mère, l'enfant est directement branché sur ce vécu inconscient, plus que sur tout le conscient que l'on peut avoir de la relation avec son enfant. Et que cet enfant est pourvu aussi d'un certain nombre de qualités propres, je pourrais presque dire de talents constitutionnels, qui vont pouvoir aussi aider la maman à dépasser ce qui tout au fond d'elle-même est parfois très difficile à gérer, puisque quand je parle de l'enfant est branché sur l'inconscient de sa mère, ça veut dire que tout ce qu'il a vécu pendant la grossesse, puisqu'il a vécu ce que sa mère a vécu, va se poursuivre à un autre niveau, certes, mais va néanmoins se poursuivre après la naissance. Et que l'enfant va de toute façon faire savoir à la mère, sentir et tenter de gérer au mieux tout ce qui est de l'ordre des difficultés de la maman. Si la maman est hyper anxieuse, l'enfant ne pourra pas faire autrement que de sentir cette hyper anxiété à l'intérieur de lui et de réagir de toute façon à cette hyper anxiété. Il y a des enfants qui, pendant la première ou la deuxième année, ne parviennent pas à faire leur nuit ou à dormir parce que, justement, dans l'environnement plane cette anxiété, plane cette peur pour l'enfant. Mais que cette peur pour l'enfant, elle rejoint aussi des peurs qui peuvent être très archaïques, si je puis dire, chez la mère. Au travers de son enfant, la mère revit, qu'elle le veuille ou non, quelque chose de l'ordre de sa prime enfance et de tout ce qui a pu être extrêmement difficile pour elle dans sa prime enfance. C'est pour ça que certaines mamans, après la naissance, font des dépressions. On appelle ça le blues du postpartum, quand c'est juste du blues. Mais ça peut être aussi un vécu dépressif. Et ça peut même être parfois, dans certains cas, un vécu beaucoup plus grave. On appelait ça autrefois les psychoses puerpérales. Ça veut dire face à quelque chose qu'on ne parvient pas à gérer, on peut en arriver à tenter de se couper de la réalité, à se plonger dans un ailleurs. Alors certes, on peut aujourd'hui apporter un soin pour aider la femme, la future maman. Certes, ces épisodes peuvent se soigner, mais il n'en reste pas moins qu'ils sont toujours très pénibles et très douloureux à vivre. Et ils peuvent parfois compromettre la relation ultérieure avec son enfant. Donc, vous voyez à quel point le chemin de la mère est vraiment un chemin difficile, puisque, au travers de son enfant, elle va revivre
elle va réactualiser, comme on dit, ça veut dire rendre actuel ce qu'il a pu en être de ses propres traumatismes d'enfance. Bien sûr, le père vit la même chose à un autre niveau. Mais pour la mère, ça peut être bien sûr quelque chose qui va parasiter sa disponibilité à l'enfant en tant qu'autre pour l'accompagner sur ce chemin de croissance, sur ce chemin vers l'autonomie. Alors, face à toutes les difficultés qui vont pouvoir se vivre avec l'enfant, on sait d'un point de vue psychologique à quel point le fait de pouvoir prendre soin de la maman, ou que la maman puisse vraiment prendre soin correctement d'elle-même, va aider profondément la relation mère-enfant. Il y aura un cap un petit peu difficile à passer, qui va être le cap du 8e mois, puisque c'est un cap où l'enfant commence à véritablement se différencier et se rendre compte que la maman n'est plus une partie de lui-même en quelque sorte, parce que son propre cerveau mature, parce que il vit dans un environnement totalement différent et qu'il lui faut du temps pour l'apprivoiser, cet environnement-là, et que 8 mois, c'est pas grand-chose dans la vie d'un être humain. Et qu'il faut savoir aussi que le bébé humain est le mammifère le plus prématuré qui existe parmi toutes les espèces de mammifères. Il faut savoir que un petit agneau ou un petit veau, en quelques minutes, il se retrouve sur ses 4 pattes et il est debout. Le mammifère humain, il lui faut en général 1 an pour se retrouver debout. C'est dire à quel point nous avons vraiment besoin d'une attention très particulière, d'une vigilance très particulière par rapport au nouveau-né pour lui permettre de prendre ce chemin de croissance, ce chemin de différenciation. Mais ce chemin de différenciation, une fois que sera passée cette angoisse du 8e mois, parce qu'il commence à se rendre compte qu'effectivement, il est différencié, il commence à se différencier du monde, eh bien, ça va lui permettre petit à petit de prendre son chemin vers ce qu'on appelle le stade du miroir, dont nous reparlerons dans un autre épisode. Une fois passé le stade du 8e mois, si l'enfant a acquis cette sécurité de base, eh bien, il va pouvoir continuer à apprivoiser de mieux en mieux son environnement et il va pouvoir avoir un regard beaucoup plus sélectif sur les personnes qui vont s'occuper de lui. Donc toute cette période, après le 8e mois, va lui permettre de mieux comprendre son environnement et d'être plus perméable à tout cet apprentissage petit à petit au niveau des sensations, au niveau de l'ouïe, du toucher, de la vision, qui vont se maturer, si je puis dire, et en arriver à un stade ensuite extrêmement important, qui est le stade des 18 mois, qu'on appelle aussi le stade du miroir, puisque c'est un stade où l'enfant se reconnaît dans le miroir. Et l'enfant est le seul mammifère de toute la création qui se reconnaît dans un miroir. Ça veut dire qu'il a déjà une pensée réflexive. Son image, qui est sur un plan fixe en 2 dimensions, il va pouvoir comprendre qu'elle correspond
a une forme en 3 dimensions qui est sa figure, son visage, sa tête. Et ça, effectivement, aucun mammifère n'est capable de faire cela. Et c'est ce qui va lui permettre véritablement d'accéder à cette fonction spécifiquement humaine qu'est la fonction symbolique. La fonction symbolique, c'est celle qui permet en quelque sorte de témoigner que nous pouvons avoir à l'intérieur de nous un espace de réflexion de tout ce qui nous vient du monde extérieur. Comme si notre monde intérieur pouvait être la scène où allait se rejouer le théâtre et où se rejoue d'une certaine façon et où se joue le théâtre de toutes les informations que nous percevons du monde extérieur. Avec cette fonction symbolique, on va se construire un monde intérieur, un monde de réflexion, puisque notre monde intérieur, c'est vraiment l'espace où vient se projeter tout ce qui vient du monde extérieur et dont nous allons pouvoir avoir une lecture pour pouvoir avoir une puissance d'adaptation à nul autre pareil par rapport au monde extérieur. Et l'un des vecteurs les plus importants qui témoigne de notre propre monde intérieur et de notre fonction à symboliser, à nous représenter les choses, eh bien, c'est le langage. Et que c'est vrai que c'est à partir de 18 mois que l'enfant va pouvoir petit à petit faire que son langage ne soit plus juste une répétition de phonèmes qu'il aura entendus, mais qui va pouvoir exprimer quelque chose qui témoigne de lui et de son ressenti propre. Et ça, c'est une victoire essentielle dans le processus d'humanisation pour le bébé.